les offensives des forces armées de la République démocratique du Congo, des attaques par drone enregistrées encore dans l'est de la République démocratique du Congo au courant de cette semaine. Goma, pour la première fois de l'histoire depuis que les combats ont commencé, depuis d'ailleurs la reprise des combats, a été touchée. La ville a été touchée, 3 civils, en tout cas, morts, c'est le bilan. Parmi les civils, on parle également d'une dame agent de la mission Niger qui travaille à l'UNICEF. Nous allons également parler pour l'M23, c'est la mise à mort de ce processus de dialogue, le processus de paix. On en parle aujourd'hui. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Goma aussi touché par une frappe de drone des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était la une de cette semaine. Oui, l'armée a intensifié des frappes par drone dans l'est de la RDC au cours du mois de février, que ce soit à Massissi, que ce soit à Kalehe ou à Minembwe dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Beaucoup de frappes aériennes ont été rapportées avec des dégâts au passage, notamment de destruction de maisons, dont une radio communautaire à Minembwe. Minembwe Centre a aussi été ciblé cette semaine. Mais le fait marquant, c'est ces deux bombardements qui ont touché Goma. Un qui a fini sa course dans le lac Kivu, mais un autre qui a détruit complètement une résidence appartenant à un monsieur présenté comme Pascal de nationalité belge, laquelle abritait des humanitaires dont la victime qui a fait beaucoup d'écho, Karine Bouessé de nationalité française, qui travaille pour l'UNICEF. Vous avez vu l'ampleur des dégâts sur place. C'était un tir bien ciblé. C'était un ciblage de cette maison, peut-être qui est aussi proche de la résidence de l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila. C'est à plus ou moins 200 mètres du lieu. Mais il y a eu d'autres révélations selon lesquelles cet axe-là abrite des résidences de plusieurs autres hauts responsables de l'AFSM 23. Et c'était pas quand même anodin que cette frappe puisse toucher uniquement cette maison, cette résidence-là, dans laquelle il y avait cette humanitaire française, mais aux alentours, il y avait quand même d'autres autorités. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui était exactement ciblé, Blaise. On va situer les lieux. C'est à quelques minutes d'ailleurs. C'est bon, à moins de 10 mètres de la concession de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. L'M23 a parlé quand même des autorités qui ont été ciblées, qui abritent la ville de Goma. L'opposition d'ailleurs, plusieurs cadres de l'opposition qui ont choisi la ville pour y vivre paisiblement. L'M23 parle d'une attaque qui serait menée par Kinshasa. D'ailleurs, l'F-123 affirme que c'est Kinshasa qui a orchestré cette attaque, comme celle de Rubaya, de Massissi Centre, de Kibati dans le Walikale et d'un peu partout. Bertrand Bissimo qui a donné cette précision que cet appareil-là qui survolait les airs de Goma sera le même qui a tué le colonel Willy Ngoma à Rubaya dans cette autre frappe, qui a fait plusieurs victimes, même si on ne parle que de Willy Ngoma. Il y avait aussi des victimes civiles. Et selon certaines organisations qui ont mené des enquêtes là-dessus, il s'agit des drones du type chinois et turc qui mènent ces opérations. Les forces armées de la RDC ont acquis plusieurs appareils ces derniers temps. Il y a beaucoup de moyens qui ont été affectés dans cette guerre, dans la RDC, même si depuis plusieurs mois, on parle de Doha, de Washington, de l'Union africaine aussi qui a tenté de mener d'autres pour parler au niveau régional et continental. Mais sur le terrain, c'est autre chose. La F-123 accuse Kinshasa de lui imposer la guerre par des bombardements qui touchent malheureusement des civils. Faisons une analyse vite. Pourquoi Kabila? Pourquoi Makenga? Pourquoi Nanga? Bon, vous avez... Pourquoi Bertrand Bissimo? C'est pour fragiliser le mouvement. C'est pour fragiliser le mouvement. Quand on touche des baobabs, quand des baobabs tombent, c'est-à-dire que d'autres branches vont peut-être faire profil bas. C'est pour déstabiliser aussi le mouvement. Comme vous le savez, depuis que Willy Ngoma est décédé, vous avez suivi la communication ou le narratif. C'était un choc pratiquement. De Kinshasa. Et même la communication de l'F-123 qui avait un peu traîné, c'est pour dire que le mouvement a été touché
dans son propre amour. Willy Goma, c'est un personnage médiatique du mouvement. Il portait l'image du mouvement, l'image médiatique du mouvement, et il a été assassiné. C'est-à-dire que pour les forces de Kinshasa, il fallait appuyer sur l'accélérateur, continuer à fragiliser le mouvement davantage. Pourquoi pas toucher Bertrand Bisimwa, qui est aussi une image, ou Benjamin Monipa, qui sont des images diplomatiques du mouvement. Toucher le général-major Makenga, qui est l'image militaire du mouvement, qui est le symbole de la force du mouvement, ou encore son coordonnateur Politique. Corneille Nangaa, qui est l'émanation de la révolution au sein de ce mouvement-là, qui incarne la révolution, qui incarne la rupture avec Kinshasa, lui qui maîtrise le rouage politique de Kinshasa, le fragiliser, c'est fragiliser davantage le mouvement. Et lui-même, il a affirmé que sa résidence était aussi située dans le même espace qui a été touché. D'ailleurs, la première frappe selon l'M23 visait sa résidence et est tombée proche du lac vers le gouvernorat. Quelques minutes après, on a vu une manifestation surgir. Voilà, attaque le mercredi. C'était spontané. J'ai dit manifestation. Spontané. J'ai suivi d'abord la réaction du gouvernement congolais qui a parlé des enquêtes qui seraient en cours, mais qui n'a pas fait porter le forfait à l'F-123 comme d'aucuns l'attendaient dans les réseaux sociaux. C'est quand même un non-dit que nous pouvons interpréter comme problème de communication. Moi, je m'attendais que le gouvernement vienne dire c'est pas nous, et faire porter les chapeaux à son adversaire, mais le gouvernement ne l'a pas fait. Jospin, vous avez su Willy Michiki. Ouais, Willy Michiki qui est aujourd'hui... il est quand même porte-parole, il est quand même porte-parole, représentant de Ouazalendo. Il est président du conseil d'administration de Ouazalendo. C'est un haut responsable de cette dynamique-là qui a vu le jour en 2022 à la suite d'un appel de Tshisekedi à la mobilisation. Est-ce qu'il y a crainte de voir le FARDC revenir à Goma? Il a dit qu'ils sont ici à Nyiragongo. Nous allons analyser les faits sur le terrain, Blaise. Et qui revendiquent l'attaque, mais ils visaient le militaire. Ouais, ça sont ces mots. Je pense avec conviction que cette sortie de Willy Michiki, c'était une précipitation et une diversion. Une diversion, il voulait se donner beaucoup de valeur en revendiquant une telle attaque. Ils n'ont ni les moyens de mener une telle attaque, de moyens logistiques, ni financiers, ni matériels. À partir de quel point dans l'Iragongo on va lancer un drone? On le sait très bien qu'il y a 2 points stratégiques actuellement, c'est Kisangani et Uvira. Parce que l'F-123 pointe du doigt Bujumbura dans cette responsabilité. Ces drones-là de dernière génération, avec les dégâts qu'ils sont capables de causer, comme on l'a vu à Aruba et ailleurs, qui peuvent monter jusqu'à une hauteur de plus de 5000 km en l'air pour cibler exactement, pour pointer exactement la cible, ne peuvent pas venir du parc de Virunga. Avec quel signal, avec quelle infrastructure aéroportuaire dans cette zone-là? C'est faux, archi faux. La frappe n'est pas venue de Nyiragongo. Ça, c'est juste une façon de faire une diversion et se donner beaucoup d'importance. Ce sont des frappes selon plusieurs organisations internationales qui seraient venues de l'aéroport de Kisangani. Très bien. Ou encore de Bujumbura ou d'Uvira, où sont organisées plusieurs opérations militaires des forces armées de la RDC. Ce n'est pas une frappe venue du territoire de Nyiragongo parce qu'il y a aussi des mercenaires qui sont accusés, des mercenaires américains notamment, de la société de M. Eric Prince, parce que d'aucuns remettent en cause la capacité opérationnelle des forces armées de la RDC en termes des forces aériennes. Vous avez suivi des mercenaires roumains qui étaient à Goma pour former les militaires des FARDC à l'usage des artilleries lourdes ou des frappes aériennes. C'est-à-dire qu'il y avait un déficit de main-d'œuvre à ce sujet. Ce n'est pas aujourd'hui que les mêmes éléments qui étaient formés il y a quelques mois ou une année vont être en mesure de manier ces appareils-là de dernière génération qui viennent de la Chine et de Turquie. C'est-à-dire qu'il y a intervention des mercenaires, il y a intervention aussi des unités spéciales des FARDC qui ont été formées et qui sont préparées à faire la guerre. Et on sait très bien que
les unités d'infanterie par voie terrestre, des forces terrestres des FARDC ont été défaillies à plusieurs reprises par l'ARC, l'armée de l'FCM23. Depuis Saramboué jusqu'à Goma, jusqu'à même à Uvira, on a senti il a fallu que 2 jours pour les forces terrestres de l'F-123 pour quitter des Camagnols là jusqu'à Uvira. C'est-à-dire que l'armée... C'est long comme trajet. Ouais, l'armée a compris que sur le plan terrestre, ces forces présentent beaucoup de défaillances. Il fallait maintenant compter sur les forces aériennes. Et sur ce coup-là, on sent depuis un moment que les lignes bougent et les FARDC intensifient les frappes aériennes pour imposer son rapport de force sur le terrain. Même si les villages qui ont été repris par les FARDC ne représentent pas grand-chose, il n'y a pas un grand centre qui a été récupéré. Uvira n'a pas été récupéré par la force. Les forces de M23 ont quitté la ville avec des conventions diplomatiques sans combat. C'est-à-dire jusque-là, on ne va pas dire que les forces armées congolaises ont récupéré quand même des pans de territoire importants suite à ce bombardement. Tout ce que nous pouvons déplorer, c'est les victimes civiles et les bombardements qui s'éloignent des lignes de front. C'est ce qui est déplorable parce que nous, comme journalistes, on ne viendra pas pour critiquer une opération militaire d'une partie ou faire des éloges. Non, on revient sur les faits. Ce qui nous préoccupe, c'est ces victimes civiles loin des lignes de front qui sont des populations congolaises, parce qu'on a beaucoup parlé de Karine Bouessé, on n'a pas parlé des 2 autres victimes, parce qu'elle sera congolaise, c'est aussi injuste. Parce que la protection des droits humanitaires repose sur la protection des civils. Mais il y a eu beaucoup de réactions. Les soulèvements n'a pas entendu. On commence par Goma, la population qui s'est soulevée pour dire non à des combats dans la ville. Naturellement, la peur s'est installée. On commence par la population. Bien sûr, naturellement, la peur s'est installée. Nous avons interrogé les voisins du lieu de ce drame-là, de cette attaque de drones. Et beaucoup ont préféré aller passer la nuit suivante ailleurs. Ils se sont dit, mais aujourd'hui, c'est cette résidence. Peut-être que demain, ça va être une autre résidence à côté. Ils vont encore rater la cible. La peur s'est installée et la terreur également. Il y a des rumeurs qui ont envie de circuler, disant même que les sacs de haricots ou, je ne sais pas, des farines venaient de grimper des prix sur le marché parce qu'on a déjà commencé à faire des provisions. C'est-à-dire que c'est une peur qui s'est installée au sein de la population. Et le premier réflexe, c'est de demander protection. Protection auprès d'abord des autorités de fait qui sont là, de l'F-123. Protection auprès des organisations internationales, notamment la MONUSCO, qui représente l'ONU sur place et la communauté internationale. Et aussi cette crainte de voir les humanitaires fuir la ville. Bien sûr. Surtout que, pas plus tard que le dimanche passé, il y a eu encore d'autres folles rumeurs au sein de la ville qu'il y aurait des affrontements au nord de Goma, à 10 km de Goma, dans le Nyiragongo à Kibati. C'est un communiqué de l'administrateur qui est venu apaiser les tensions en disant qu'il y avait un exercice opération de déménage. De déménage, de neutralisation des bombes. Mais dans la ville, la peur commence à s'installer parce que je ne vous le cache pas, Blaise, s'il y a des affrontements à Kibati, tout le monde qui est à Goma est en insécurité. Et le premier réflexe pour les civils, c'est de prendre fuite, c'est de se mettre à l'abri. Imaginez si la population de Goma devait prendre fuite pour se mettre à l'abri. Elle ira où? Il prendra quelle direction? Plus de 2 millions d'habitants. Vous imaginez que c'est fou comme idée de terroriser la population de Goma ou d'installer une peur à Goma pour peut-être fragiliser la F-123. C'est vrai, peut-être ça peut toucher la cible. Ça peut tuer peut-être un cadre du mouvement, ce qui peut aussi radicaliser les militaires qui sont peut-être sur le front, ce qui peut aussi avoir des effets néfastes sur la sécurité de la population dans la ville. C'est pourquoi il faut peut-être réfléchir 2 fois. Et peut-être moi je suis content que ça soit au moins une force qui est censée protéger cette même population qui commence à toucher la population civile. Parce qu'au moins il y aura une remise en conscience directe, parce qu'ils ne sont pas des terroristes ougandais de l'ADF reconnus mondialement comme une sous-branche de l'État islamique. Là, j'allais avoir peur. Mais comme ce sont des forces gouvernementales, on s'est dit que quand même, avec tous les appels qu'il y a eu, il y aura peut-être quand même un cessez-le-feu à un moment donné. Parce que quand les populations commencent à être touchées à Goma, à Rouba et ailleurs, c'est très grave. Et là, je vous dis, Blaise, ce soulèvement-là qu'il y a eu, c'est naturel, c'est un réflexe naturel. Il faut se mettre à l'abri, il faut demander protection. Parce que peut-être hier, c'était le quartier Imbi.
demain, ça peut être le quartier Katindo, après-demain, le quartier Ndosho ou Keshero. Et si on touche seulement 2 ou 3 Et quartiers, partout là, il n'y a ça pas de va être militaires. la peur. À Goma, ça va être la terreur et on ne saura pas maîtriser cette population. Et partout là, il n'y a pas des militaires, il y a que des civils. Mm. Mais on a vu la Belgique, la France, tous les ambassades réagir par rapport à ça. Et ça va jouer sur même ce que l'M23 est en train de demander. Il faut un dialogue pour mettre fin à cette crise. Ouais, même les populations qui ont manifesté dans les rues de Goma jeudi 12 mars ont demandé qu'un cessez-le-feu, que le respect des droits internationaux et humanitaires et un dialogue pour trouver une désescalade pacifique au conflit. La Belgique, ou Emmanuel Macron, la France, l'Union européenne, toutes ces organisations et les pays ont demandé le respect du droit international humanitaire. Selon l'Union européenne, les agents humanitaires ne doivent jamais faire l'objet d'attaques, des drones surtout, parce qu'ils sont inoffensifs et ils ne sont pas partie prenante au conflit. La France également a dit la même chose, la Belgique qui est allée plus loin pour rappeler le principe de cessez-le-feu et rappeler que le conflit doit trouver une issue pacifique et non pas par les armes, par des drones. On a aussi condamné, l'Union européenne aussi a condamné les attaques par drone qui touchent une ville. L'Union africaine aussi a demandé une cessation des hostilités et le retour à la table des négociations. Le Rwanda aussi, qui est un pays voisin, qui peut aussi se sentir en insécurité, a par contre, à travers Olivier Nduhungirehe, condamné le fait que tout le monde s'est enflammé, toutes les organisations internationales et les pays occidentaux, parce qu'il s'agissait d'une citoyenne française, une humanitaire, alors que chaque jour, ces mêmes drones tuent des civils congolais, à Minembwe, à Massissi, à Kibati, à Roubaix, sans qu'il n'y ait aucune condamnation ou une réaction qui puisse amener Kinshasa à arrêter ces bombardements. C'est-à-dire que à travers toutes ces réactions, on sent que toutes les organisations sous-régionales, internationales, mondiales ne proposent que la voie des dialogues pour Très trouver bien. une issue favorable à ce conflit. Il faut toujours une voie pacifique. Il faut les dialogues. On l'a dit et on le dira toujours. Il faut qu'on dialogue pour trouver des solutions. La guerre n'est pas bonne. Il y a des victimes. Et pour la plupart de ces des victimes civiles. Mesdames, Messieurs, prenons conscience. Portez-vous bien.